Par curiosité, avant de commencer, à main levée, qui a déjà acheté un produit poussé par un influenceur, un créateur de contenu? À main levée. OK, OK. Parfait, parfait. Juste par curiosité, merci beaucoup. All right. On peut commencer? Je pense qu'on peut commencer. Yes, yes. Super. Ben, premièrement, merci beaucoup d'être venu ici. C'est super apprécié. Puis, juste vous dire, à la fin, on aura une paire de questions. Puis, en tout cas, j'espère, je mise beaucoup là-dessus, dans le sens que si on va avoir une interaction plus profonde, quoi que ce soit, ça va être super. Mais avant, je vais me présenter. Je m'appelle Anthony Tran. Je suis créateur de contenu à temps plein depuis déjà quelques années. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon parcours, comment j'ai réussi à réaliser mon rêve d'enfance, de pouvoir vivre de la création de contenu, de pouvoir vivre de ma passion. Et ça, c'est en misant sur moi-même. Wow! Tout ce parcours-là, ça m'a amené à quelques collaborations récentes que vous pouvez voir ici, mais aussi, ça m'a amené à cofonder le gala Influence Création et aussi de pouvoir partir mon agence marketing pour aider les entreprises. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques moments clés et comment ça m'a permis de me rendre à cette place-là puis de faire ce que j'aime. Pour commencer, je ne sais vraiment pas si vous le savez. En fait, juste par curiosité, euh, combien de personnes ici dans la salle ont déjà vu passer mes vidéos? OK. Ah, OK. Wow, on remercie les algorithmes. Est-ce que, mettons, combien de vous, la première fois que vous avez vu, c'est de TikTok? OK. Ça, c'est ça que je m'attendais à ça. Et de YouTube. Wow, OG, wow, wow, nice, très nice, très nice. Dans le fond, pourquoi je vous demande ça, c'est que j'ai commencé ma carrière sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Vous savez, j'ai toujours commencé à faire des vidéos à l'âge de 10 ans, il y a 12 ans déjà maintenant, 10-11 ans. Je faisais des sketchs, mais quand j'ai vraiment commencé officiellement sur YouTube avec ma prochaine chaîne officielle, c'était Light Pollux. C'était une chaîne de gaming, de Clash Royale. Puis, c'était avec cette chaîne-là que j'ai pu atteindre mes premiers 100 000 abonnés sur YouTube. J'ai pu développer. En fait, c'est comme ça que j'ai pu avoir mes premiers revenus. Mais l'affaire avec ça, c'est que au fil du temps, j'étais un peu tanné parce que j'étais pogné dans la roue de Clash Royale, dans la roue du jeu vidéo. Mais là, après 4-5 ans, j'étais tanné de jouer à Clash Royale. Donc, en fait, j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau. J'ai fait une autre chaîne parce que sur cette chaîne-là, mon contenu était dédié sur Clash Royale, sur le jeu vidéo. Puis mon audience était à 70-80% en France. Donc, je suis quand même surpris que quelques-uns de vous, vous les regardez. Fait que ça, c'est vraiment cool. J'ai commencé la chaîne Anto El Pollux, où j'essaie de faire des défis qui étaient plus proches de moi à ce moment-là. Tu sais, des défis que j'ai toujours voulu faire, qui n'étaient pas reliés aux jeux vidéo. Mais ça ne marchait pas vraiment. Donc, c'est là que j'ai commencé à couper mes vidéos puis les mettre en clip sur TikTok parce que je voyais certaines personnes le faire. Puis, c'est en fait comment j'ai commencé sur TikTok, pourquoi j'ai changé sur TikTok. En fait, on commence ça quelque part. Tu sais, sur ces vidéos-là, il y avait, quoi, je dirais 500 000 vues sur YouTube, mais quand je mettais les clips sur TikTok, déjà là, on voyait une différence. Bon, 15 000, 12 000 vues, 6 000 vues. Les clips sur TikTok, il y avait plus de vues, il y avait plus d'attractions, puis surtout, ça me rapprochait plus de l'audience québécoise, une audience qui j'étais plus projetée physiquement, vu que je suis né ici, puis ben, j'étais ici. Puis ça me convenait beaucoup. J'avais un retour qui était plus québécois et ça, j'adorais ça. Donc là, je me suis dit, hey, si sur TikTok, ça marche plus que sur YouTube, pourquoi pas développer encore plus cette plateforme-là? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à développer des concepts et faire des vidéos plutôt dédiées à TikTok et non juste faire des clips. L'affaire avec les réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut le faire, dans le sens qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée. Tu n'as pas besoin de la meilleure caméra, du meilleur micro. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un téléphone, mais surtout d'un bon concept. C'est pourquoi c'est pas tout le monde qui réussisse. À la fin de la journée, tu sais, j'imagine que tout le monde a un compte Instagram, tout le monde a un compte TikTok, tout le monde a déjà posté quelque chose. Cette action-là, c'est la même action que n'importe quel créateur de contenu qui peut en vivre. Mais la différence, c'est que, en fait, comme visiblement, c'est pas tout le monde qui peut y arriver. Et en fait, parce que le plus difficile, c'est d'avoir un bon concept. Et je vais vous expliquer, ou je vais vous présenter comment, comment j'ai pu développer mon premier concept qui a été
Des fois, c'est difficile en tout cas, qui a été assez viral, mais j'aime pas ça dire ce mot-là. En tout cas. Comment j'ai commencé? C'est avec ma série de bouffe. J'imagine que tantôt, environ 70% des personnes qui ont levé la main, qui ont vu ma première vidéo, j'imagine que c'est probablement en me voyant rater quelque chose, right? Ah, mais levé, qui a déjà vu une de mes vidéos sur ma série de bouffe? Ouais, et voilà. Donc, ça a été la première série, et ça a été la première série qui m'a mis sur la map, on pourrait dire. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était un concept que je publiais à tous les jours. Donc, à chaque jour, je postais un review par rapport à un restaurant. Ça assurait une constance. C'était quelque chose qui était relatable, un contenu qui était relatable parce que tout le monde mange, right? Je me dis toujours, il y a 3 trucs qui vont toujours être d'actualité. C'est l'argent, la nourriture et le sexe. Visiblement, on peut le voir grandement sur les réseaux sociaux. J'ai choisi la bouffe. C'est aussi la première série qui a développé mon branding personnel où on a commencé à reconnaître mon visage. Je ne dirais pas mon nom encore, mais mon visage. Puis le défi dans cette série-là, c'est, OK, comment faire en sorte que quelqu'un que personne ne connaît, pourquoi tu écouterais une vidéo comme ça, right? C'est pourquoi, en fait, dans une vidéo, avant de vous dévoiler le secret, dans le fond, dans une vidéo, pourquoi on reste là, il y a deux raisons. Soit parce que tu t'attaches à la personne qui est devant, qui parle, ou bien tu t'attaches au contenu qu'il fait. Dans ce cas-là, vu que personne ne me connaissait, j'ai vraiment misé sur le fait qu'on puisse reconnaître les marques. Donc, à chaque fois que je ratais un restaurant, une nourriture, je m'assurais que cette vidéo-là, ou plutôt cette marque-là, était bien connue. Donc, c'est comme si je voulais voler la popularité de la marque pour faire en sorte, pour faire un genre de, pour faire penser que ah, ok, bon, on reconnaît la marque, on va écouter la vidéo, puis c'est ça, c'est tout. Donc, c'est comme si je volais la popularité de ces marques-là. Aussi, dans ces vidéos-là, il y avait, je ne me rappelle pas si vous vous rappelez, mais en 2021 surtout, sur TikTok, on voyait beaucoup de restaurants qui se faisaient présenter, mais à chaque fois, on disait que c'était bon, ça avait l'air toujours bon. Puis là, je me suis dit, hey, je vais être la personne qui va montrer mon visage, y goûter, puis dire si c'est underrated ou overrated. Pourquoi pas, genre une note sur 10 ou sur 5, parce que je suis qui pour dire que c'est, genre, sur quoi je me base pour dire que c'est 5 sur 5 ou 10 sur 10. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma première série de bouffe. Mais là, pas année après année, mais plutôt mois après mois, il manquait de restaurants à Montréal, il manquait de restaurants au Québec. Là, je pense que après avoir publié environ une fois par jour pendant plus d'1 an, il commençait à... Je sentais qu'il y avait une certaine fin à cette série-là ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, hey, on va aller voir le Big Boss Ricardo. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de le call out. Pourquoi Ricardo? Évidemment, c'est un icône du milieu culinaire au Québec, mais c'est surtout pour avoir un grand impact sur TikTok. Et je vais vous montrer la vidéo quand je l'ai call out. Monsieur Ricardo, j'ai un défi à vous proposer que vous pouvez accepter ou refuser dans les commentaires. Si cette vidéo atteint 25 000 likes et que vous acceptez le challenge, je vais aller acheter votre livre de recettes, faire une des recettes et vous la livrer n'importe où vous êtes au Québec pour que vous puissiez prendre 5 minutes de votre journée pour que vous la notiez de 1 à 10. Acceptez-vous? Donc ça, c'était la vidéo pour le call-out. Et ça, c'est sa réponse. Ben Anthony, c'est cool. J'accepte ton défi. Dès que tu as tes 25 000 likes, j'ai hâte de te voir arriver chez nous avec quelque chose à manger. Good luck! Pour moi, c'était un moment incroyable, mais comment c'est arrivé, en fait? Tu sais, de base, on croit que Ricardo, on n'a aucune chance de collaborer avec, c'est quelqu'un qui est out of reach. Mais en fait, si on avait pu voir la vidéo que j'avais call-out, j'ai misé vraiment sur 3 aspects super importants. La rapidité, la flexibilité et surtout la visibilité que ça pouvait lui apporter. Donc, rapidité, pourquoi? Ricardo ou n'importe quelle personne qui ont des gros projets ou qui ont des grosses entreprises, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, dans la vidéo, j'avais vraiment mentionné que ça allait juste lui prendre 5 minutes de son temps. Pourquoi 5 minutes? Parce qu'il peut faire ça n'importe quand, dans une pause midi. À un moment donné, lui aussi doit manger. Donc, je voulais vraiment miser sur son temps.
sur la flexibilité surtout. Je pouvais me déplacer n'importe où au Québec. Je ne voulais pas que lui doive se déplacer parce que ça allait peut-être engendrer une réponse négative. Et troisièmement, et ça c'était quand même une belle coïncidence, il venait juste de sortir son livre, son nouveau livre de recettes. Puis je me suis dit, hey, si je fais un concept autour de son livre de recettes, peut-être qu'il va va avoir plus de chances qu'ils disent oui parce que il veut promouvoir son livre. Donc là, évidemment, il a accepté. Mais le prochain défi autour de ça, c'est de créer un hype. Ricardo n'avait jamais fait de collaboration avec un TikToker avant. Et ça, c'est juste ça, en fait. Ça donnait déjà, ça mettait comme cette série-là. En fait, ça hypait déjà un peu plus l'affaire. Mais il fallait quand même bien l'utiliser. Les 2 semaines avant que je rencontre, j'ai posté, je pense, à tous les jours à ce moment-là, autant sur Instagram, sur TikTok. Puis mon but, c'était vraiment d'engager ma communauté. Donc, la recette qu'on voulait essayer, c'est ma communauté qui a décidé. J'ai fait tester à du monde tout le contenu que tu peux penser à ces 2 semaines-là, je l'ai fait. Et finalement, ça a généré des millions de vues. Et le 80 000 abonnés que vous voyez ici, c'est même pas sur ma page que j'ai gagné, sur la page de Ricardo. C'était une nouvelle page sur TikTok. Fait que pour lui, clairement, il venait juste de créer cette page-là. Et il en a grandement bénéficié au niveau réseaux sociaux. Fait que ça, c'est quand même assez fou. Par curiosité, encore une fois, dans ces 2 semaines-là, qui a voté? J'ai fait un saumon à Ricardo, là. Qui a voté pour le saumon, par exemple? Je sais que j'ai demandé ça sur Instagram, je pense. Fait que ça, c'est déjà plus restreint. Mais, OK, wow, je vais vous donner un bonbon à la fin. Merci. Donc, ce que j'en tire de la saga Ricardo, c'est que vraiment personne est non atteignable. Quand j'ai commencé, je sais pas, j'avais l'impression que genre, aïe, tout ce monde-là, oh my God, ils sont forts, impossible qu'ils allaient me donner le temps. Ricardo, même chose pour Ricardo. Mais en fait, le plus important, c'est de penser dans l'intérêt de l'autre et surtout de ce que tu peux lui apporter. Je dis ça, mais il faut aussi souligner que Ricardo, il était super gentil de faire ça. Évidemment, j'ai mis toutes mes chances de mon côté, mais c'est parce qu'il y a eu le vouloir aussi de le faire. Et ça, c'était super important, puis c'était super apprécié. Juste pour vous donner une idée comment Ricardo il est nice, c'était supposé être juste 5 minutes avec lui, 5 à 15 minutes. Puis finalement, on a passé genre toute l'après-midi, 5 heures, il m'a montré son studio. Fait qu'il a vraiment pris le temps. On a fait un autre TikTok ensemble. Fait que, tu sais, je dis ça, mais Ricardo, il a été super gentil d'avoir accepté. On m'appelle plus le gars. En fait, c'est quand même drôle, mais des fois, on m'appelle Hey, TikTok, TikTok. C'est à ce moment-là qu'on m'appelle plus le gars de la bouffe, le gars de TikTok, mais que j'avais un nom, Antotran. Fait que ça, merci Ricardo. Mais mon plus grand accomplissement à ce jour, je pense, la meilleure pièce de contenu pour la culture, je dirais, c'est celle-ci. C'est quand j'ai pu interviewer les chefs politiques en 2022 dernier, pendant le temps des élections, pendant leur campagne électorale. Et c'est à ce jour quelque chose que je suis très, très fier, parce que c'était la première fois, en fait, que les chefs politiques, tous les chefs politiques donnaient de l'importance à un média ou une plateforme qui n'était pas un média traditionnel, soit la radio ou la télé. C'est la première fois qu'un créateur de contenu sur TikTok pouvait interviewer tous les chefs politiques, tous les chefs politiques, et ça, j'en suis très fier. Mais comment ça s'est passé? Bon, premièrement, pourquoi j'ai fait ça? Je voulais avoir un impact positif. Je pense que à ce moment-là, c'était les élections et je voyais que plein de jeunes autour de moi ne savaient pas pour qui voter. En fait, ils ne savaient même pas où s'informer. Fait que je me suis dit, pourquoi pas être ce média, entre guillemets, d'information-là. Puis aussi, c'était important de souligner que notre groupe d'âge, en fait, c'était le groupe d'âge qui votait le moins. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire? Et aussi être le premier créateur de contenu à le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé beaucoup de courriels et de DM Instagram. J'ai envoyé sur Instagram ce message-là sur Instagram, sur courriel, à la personne directement, à la personne au RH, à la personne à la presse. Et juste pour le décortiquer un peu avec vous, donc je vais le lire avec vous. Je me présente Anthony Tran, créateur de contenu sur TikTok et étudiant à HEC Montréal. J'ai une forte audience engagée de 168 000 abonnés et j'aimerais beaucoup encourager et informer ceux-ci aux prochaines élections. Dans le fond, ce premier paragraphe-là, c'était pour, bien sûr, me présenter, mais aussi dire que, hey, je suis un étudiant, je suis quand même assez crédible, puis il y a du monde qui me regarde, tu sais.
Donc, j'aimerais vous aider pour les prochaines élections. C'est essentiellement ça que je veux dire. Ensuite, je continue le message pour dire, dans un monde idéal, j'aimerais recueillir les meilleures questions de ces jeunes Québécois afin de les poser à chaque chef de chaque parti politique dans une série des vidéos TikTok sur ma page. Qu'est-ce que je voulais dire dans ça? C'est essentiellement, hey, je vais recueillir la voix des personnes que vous voulez rejoindre, les transformer en questions, puis vous les poser, puis on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'était dans le fond pour les engager, tout simplement. Et je pense que j'ai mentionné aussi, ouais, toutes mes questions seraient la même à titre de neutralité. Donc, je voulais aussi dire que j'étais neutre. Je n'allais pas prendre parti pour n'importe qui parce que je les aimais plus ou pas. Donc là, après ça, on finit avec « Seriez-vous prêt à participer à ce projet? Je peux me déplacer partout au Québec, encore une fois, comme Ricardo, et j'estime un 15 à 30 minutes. » Donc, j'ai un peu joué la même carte qu'avec Ricardo. J'ai dit « Hey, non seulement ça va être vraiment, vraiment bénéfique, je vais pouvoir rejoindre du monde que vous ne pouvez pas rejoindre avec les médias traditionnels. En plus de ça, ça va prendre aucun temps pour vous. Ça va juste prendre 15 à 30 minutes. » Le résultat? En fait, ça, c'est pas vrai. J'ai écrit 4 des 5 chefs. 4 sur 5 des chefs ont accepté. En fait, 5 sur 5 avaient accepté à la base. Mais c'est le dernier qui avait refusé parce qu'il y avait un manque de temps à la dernière minute. C'était un peu plate. Mais qu'est-ce qu'on a pu remarquer après avoir posté la vidéo, c'est que le monde avait remarqué qu'on n'avait pas interviewé ce dernier chef politique. Puis apparemment, sur les commentaires, ça l'a joué sur leur campagne à la fin. Donc, ça, c'est pour démontrer un peu l'impact. Puis honnêtement, je pense qu'il sous-estimait l'impact qu'il pouvait avoir et où c'était pas son audience cible. Puis il devait miser là-dessus. En tout cas, c'est ça. Ça, c'était le résultat. Donc ça, je vous ai dit, je vous ai présenté 2 événements qui m'ont été vraiment marquants pour moi et comment j'ai pu, on pourrait dire, comment j'ai pu y arriver. Mais être créateur de contenu, c'est beaucoup de négociations aussi. En fait, comment en ce moment on réussit à gagner notre vie, c'est avec des partenariats, avec des collaborations. Tout ce que je vous ai présenté avant, c'était évidemment des projets qui étaient gratuits, mais ça aide à builder une crédibilité. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que la négociation, c'est super important, mais ce n'est pas nécessairement un skill que j'avais. En fait, j'ai pas d'agent. Je me suis dit, je suis bon pour gérer toute seule. Puis surtout, la raison pourquoi je pense qu'un agent n'est pas pour moi, c'est parce qu'un agent n'aura jamais mon intérêt en ligne avec moi à 100%. Et pourquoi? Juste pour donner un exemple, il y a certaines marques qui ne sont pas attirées par des agences, dans le sens que s'ils voient ton courriel, puis c'est écrit genre Antotran, à commercial, n'importe quelle agence.com, des fois, ils vont être réticents parce que les agences, ils vont toujours prendre entre 20 et 30% de cote. Puis là, ils sont comme, hey, pourquoi je paierais pour 20 à 30% de plus versus juste aller vers un autre créateur de contenu qui aurait ce même reach-là, ce même budget-là. Mais surtout, en fait, pour donner un exemple de pourquoi j'ai décidé de ne pas avoir d'agent surtout, c'est qu'au début, j'étais prêt à prendre des collaborations un peu, comment dire ça, j'étais prêt à prendre des collaborations à un prix moindre que la moyenne, mais over-deliver, genre fois 1000, pour pouvoir me build un portfolio, pour montrer qu'est-ce que je pouvais faire. Et ensuite de ça, gagner la confiance de ces marques-là, mais aussi, quand je gagne une confiance d'une marque, non seulement en ayant un bon résultat pour peu, entre guillemets, ça va non seulement fidéliser ces clients-là, mais aussi ça va fidéliser tous les autres clients qui voient l'impact que ça a. Mais je ne pouvais pas tout faire tout seul. En fait, j'étais un peu sceptique à déléguer au début, mais j'ai mis mon ego de côté et j'ai laissé ma conjointe tout gérer, en fait, qui est juste ici. Elisabeth, tu peux dire salut? Oui. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. J'avais un trop gros ego, je pensais que je pouvais tout faire toute seule, mais là, quand j'ai décidé, mais la réponse d'une agence n'était pas l'agence n'était pas la question. Non, l'agence n'était pas la réponse. Quand Élie a commencé à tout gérer, en fait, littéralement, notre chiffre d'affaires a doublé, en fait.
c'était le meilleur choix que je pouvais faire. Pourquoi? Parce que moi, je pouvais focuser à faire ce que je fais de mieux, soit faire des vidéos et monter, tout ce qui est créativité, mais tout ce qui est à côté, parce qu'un créateur de contenu, là, c'est aussi un travail autonome. Tu dois gérer des courriels, gérer ton agenda, aller chercher des clients, gérer tes clients, puis aussi et faire et tout gérer ça, mettre dans un calendrier, puis être sûr que tu delivers. Puis ça, tout ce truc-là, il faut qu'il soit aussi assez bon pour que tu puisses en vivre et que tu puisses faire ce que tu aimes, soit créer. Tu sais. Donc, depuis que c'est elle qui gère tout ça, ben, ça n'a jamais été aussi bon. Tout simplement parce que un créateur de contenu, à la fin de la journée, pour moi, je suis le meilleur à créer. Et elle, en fait, qu'est-ce que je voulais dire de ça, c'est qu'il faut reconnaître ses faiblesses dans n'importe quoi. Ça, c'est un aspect, soit un créateur de contenu, mais reconnaître ses faiblesses, ses points faibles, pour pouvoir soit les déléguer ou trouver une solution par rapport à ça. Et ensuite de ça, pour moi, ça a été super payant de pouvoir focusser sur ma création de contenu au lieu de tout m'éparpiller. Des questions. Quand tu fais tes vidéos, c'est quoi ta manière de penser pour faire une bonne vidéo TikTok? C'est une super bonne question. Merci pour la question. Dans le fond, pour une bonne vidéo TikTok, je me suis toujours dit qu'est-ce que j'aimerais voir, qu'est-ce que j'aimerais que sur ma For You page, qu'est-ce qui apparaisse. Puis si cette idée-là, je me dis, OK, j'aimerais ça la faire. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y aurait du monde qui serait intéressé à le voir, à le faire? Dans ce cas-là, c'est là que j'y vais. Fait que ça, c'est comme pour trouver l'idée, trouver le concept. Ensuite de ça, ben, plus que tu en fais aussi, plus tu as un fil facile de genre, OK, tu sais qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va moins bien marcher. Puis là, c'est juste que, OK, dans la catégorie de qu'est-ce qui va marcher, ben, qu'est-ce que toi, tu es à l'aise de faire, qu'est-ce que toi, tu aimerais faire, puis c'est là que tu choisis. Après ça, si on parle de bonnes vidéos, c'est une bonne vidéo, comment la définir de ça serait une vidéo que quelqu'un voudrait non seulement la regarder au complet, mais aussi vouloir la partager ou plutôt interagir avec. C'est une définition qui est super large, mais qui ne peut pas être plus vraie autant sur YouTube, TikTok, mais surtout sur TikTok, dans le sens que tu revois juste des vidéos qui sont random, on pourrait dire, que tu ne choisis pas. Fait que c'est vraiment de créer une vidéo que quelqu'un voudrait regarder jusqu'à la fin. Je suis beaucoup sur LinkedIn, puis je voulais savoir, est-ce que c'est la même stratégie, puis qu'est-ce que tu penses de LinkedIn? Parce que je pense que, genre, cette année, c'est quand même quelque chose qui grossit de plus en plus, puis je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses. Ah, ça, c'est super intéressant. Hey, LinkedIn, là, c'est la même chose que TikTok. Même chose, c'est juste que l'audience va différer. L'audience, mettons sur TikTok, c'est un audience qui, genre, ben, c'est tout le monde, en fait. Sur LinkedIn, c'est beaucoup sur le professionnel. Donc, tant que tu fais un contenu... puis c'est aussi du texte, bien sûr. Fait qu'il faut penser à ça. Là, il faut que tu penses à, OK, qui va le regarder, qui que tu vises, puis la personne que tu veux viser, pourquoi elle lirait ton texte? Autant par qui tu es, genre si tu es quelqu'un que... Si personne te connaît par ce que tu as fait ou parce que ton emploi, ben dans ce cas-là, donne une raison à la personne, au lecteur, de vouloir regarder. Par exemple, attends, j'ai un exemple de post LinkedIn qui était nice. Le dernier? Ah, ouais, ben ça, c'est quand même drôle. Dans le fond, le dernier post LinkedIn, je pense qu'il y a eu comme 40 000 impressions que j'avais faites. 40 000, 60 000? 60 000, en tout cas. 60 000 impressions que j'avais faites, c'était dans les vacances. Puis là, j'avais écrit, dans le fond, en fait, c'est l'idée de Ellie, là. Je peux pas prendre le crédit. C'était genre un screenshot d'un message automatique que je laissais dans ma boîte de courriel. C'était comme... C'était quoi déjà? Tu veux-tu le dire? OK. Ah oui, ça. Je suis indisponible. OK, non, j'ai... Ah oui, c'est ça. C'est ça. Je suis indisponible parce que j'avais dit à ma blonde que j'allais passer des vraies vacances, mais dès qu'elle tourne le dos, je vous réponds. Quelque chose comme ça, genre. Fait que c'était comme quelque chose qui était, à ce moment-là, super relatable, puis focusé à tout le monde des affaires parce que, en tout cas, si, comme vous le savez, genre, dès qu'on travaille dans n'importe où, que ce soit une agence, pour toi, pour une entreprise, whatever,
tu vas répondre, tu vas toujours mettre un message automatique. Fait que là, c'est comme de jouer avec ça. Mais sinon, je pense à un post qui aurait pu être viral en tant qu'étudiant. Tu sais, tout le monde est étudiant, mettons, si tu es un étudiant, puis il y a quelque chose qui mise vraiment sur qu'est-ce qui te différencie. Puis soit un peu clickbait aussi, mais pas trop. Genre, soit clickbait, mais vrai. Je me demandais si c'était un enjeu pour toi quand tu as commencé YouTube puis juste d'être créateur de contenu, la langue. Tu sais, bien sûr, l'anglais est une langue internationalement parlée. Puis est-ce que c'était un enjeu pour toi d'essayer d'aller vers un plus gros public, qui est l'anglais, justement? C'est une super bonne question. Pour moi, j'ai choisi le français parce que c'est la langue que je suis le meilleur à parler. Puis c'est aussi le français québécois que je vais rejoindre du monde comme moi, autour de moi, sur le Québec. Fait que, tu sais, il y a comme deux aspects à ça aussi. Choisis la langue que tu es. En fait, qui veux-tu atteindre, rejoindre le plus par cette langue-là, mais aussi connais tes compétences. Genre, si tu parles pas bien anglais, soit pratique-toi avant de. Ben, pratique-toi pour devenir meilleur en anglais, puis fais ces vidéos-là. Mais quand tu rentres dans la game de l'anglais, ben là, tu as aussi plus de compétition. On pense souvent que, ah ouais, on va faire tout en anglais, comme ça, on va pouvoir rejoindre le plus de monde possible. Mais là, tu réalises que tu as, genre, littéralement 1 million de fois plus de compétition parce que tout le reste du monde va parler anglais. Fait que, si tu veux rejoindre, mettons, si tu veux le rejoindre au Québec, parle français. Si tu veux le rejoindre à l'international, parle anglais, mais sois prêt à compétitionner contre tout l'international. Je tiens à te remercier infiniment pour cette présentation pertinente, précise et inspirante. Du coup, ma question est la suivante. J'ai vu dans ta présentation, tu as pris comme constat, c'est une vidéo par jour. Sur quel facteur peut-on baser pour qu'on puisse définir notre constat? Moi, j'avais fait une vidéo par jour parce que c'était un nombre que j'étais capable de tenir, puis je savais que j'étais capable de tenir pendant des années. Genre, ou ben là, pour ça, 1 an, là. Parce que j'étais déjà habitué de faire du contenu constamment. Notez que quand je faisais des vidéos sur YouTube pendant 5 ans avec le Light Pollux sur la chaîne YouTube de jeux vidéo, je postais 3 à 4 fois par semaine, mais c'était des vidéos de 10 minutes. Là, je passais de 10 minutes, 20 minutes même, des fois, à des vidéos de 15 à 30 secondes. Fait que pour moi, c'était facile de pouvoir faire une constance de un par jour. Mais comme je dis à tout le monde, la meilleure constance, c'est la constance que tu peux garder au long terme. Parce que c'est mieux de poster seulement 1 fois par semaine, par exemple, constamment pendant genre 2, 3, 10 ans, versus faire 5 vidéos par semaine pendant 2 semaines, puis c'est fini. Donc, c'est vraiment de savoir. Puis, tu sais, ça, c'était des vidéos de bouffe. Je mange à tous les jours. Ben, tout le monde mange à tous les jours. Mais si c'était un autre sujet, c'était pas nécessairement viable que je puisse faire ça 1 fois par jour, tu sais. Fait que c'est vraiment de voir qu'est-ce que tu fais, mais surtout de garder le rythme que toi, tu es capable de garder. Yes, merci. Revenons justement à une vidéo par jour. Au niveau du contenu, si tu as des doutes sur une vidéo, comment tu fais? Ça, c'est quelque chose qui se passe à tous les jours, c'est mon quotidien. Si j'ai des doutes des vidéos, dans le fond, comment je sais si une vidéo est bonne ou non? OK. Il y a comme... Ça, c'est une super bonne question. Il y a comme 2 manières que je peux répondre à ça. Il y a la version, OK, est-ce que cette vidéo-là va plaire au monde? Est-ce qu'elle va démontrer ce que je veux démontrer? Puis il y a l'autre côté, est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis content de la publier? Puis est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que dans cette vidéo-là, cette version-là, il y a tout ce que je veux démontrer? Puis si tu veux rencontrer ces 2 lignes-là le plus possible, mais des fois, c'est impossible, dans le sens que tu te dis, hey, je vais mettre un peu plus de contenu personnel, mais là, c'est que tu vas perdre du monde dans le chemin parce que c'est rendu moins intéressant. Ce que je pourrais dire, c'est que tant que toi, tu es satisfait avec la vidéo, c'est ça le mieux. Par contre, si on parle en termes de reach, d'optimisation, ben il y a toujours moyen de regarder, tes stats. Fait que là, est-ce qu'on rentre dans les stats ou non? Oui. OK. Dans le fond, quand tu regardes ta vidéo, il y a comme une courbe il y a une courbe, en fait, de ta vidéo. C'est une moyenne du temps que le monde passe sur ta vidéo. Fait que là, tu peux voir où que
il y a une baisse, c'est à quel moment que la personne a pas regardé soit arrêté a skippé, a arrêté de regarder la vidéo. Si tu vois qu'à ce moment, si tu vois que genre dans plusieurs de tes vidéos, c'est toujours à ce moment-là que ça baisse, ben là, enlève ce bout-là. C'est super simple. Comme, juste pour vous donner un exemple avec ma série de bouffe, dans le fond, dans mes, je pense, 20 premières vidéos, je finissais toujours par « Abonne-toi pour plus! Mais là, vu que le monde savait que j'allais toujours mettre ça à la fin, ben même avant que la vidéo finisse, ben, ils skippaient parce qu'ils savaient que c'était ça qui arrivait. Donc, dans ce cas-là, ça, je le remarquais. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais juste l'enlever puis je vais l'écrire à la place pour ceux qui ne sont pas, par exemple, encore abonnés ou faire un rappel. Donc, c'est comme de vraiment être ouvert à ça puis de toujours trouver des solutions puis être vrai avec toi. Aussi, des fois, comme si ta vidéo, elle marche pas, ben, des fois, souvent, c'est juste parce que le sujet de ta vidéo n'est pas intéressant. Mais là, c'est là la question, est-ce que tu publies ça pour toi ou tu publies ça pour les autres personnes? Il y a comme deux réponses à ça. Fait que, c'est ça. Comment tu gères les haters? Est-ce que ça t'affecte? Honnêtement, je suis quand même reconnaissant de ne pas avoir trop de haters. Genre, en tout cas, peut-être que je le vois pas, là, mais, mais pour vrai, ça ne m'affecte pas. Je pense que c'est parce que ça fait trop longtemps que, genre, dans le fond, la moitié de ma vie, on pourrait dire, était sur les réseaux sociaux ou est sur les réseaux sociaux, entre guillemets. Donc je pense que je suis habitué dans un certain sens. Deuxième truc, c'est que pour moi, je publie pas trop des trucs personnels. Genre, il y a des influenceurs, des créateurs de contenu qui sont beaucoup, beaucoup plus personnels que moi. Donc pour moi, à la fin de la journée, si quelqu'un me critique, c'est sur le concept, la vidéo que j'ai faite. Puis ça, ben, c'est moins personnel. Il y a certains moments que ça m'affecte peut-être un peu plus, ça c'est sûr. Je pense que c'est juste de rationaliser, à la fin de la journée, comme qui a déjà, vous n'avez pas levé la main, là, mais qui a déjà mis un commentaire de hate sur une vidéo ou quoi que ce soit? En tout cas, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai l'impression que ça vient d'un état comme, pas de détresse, mais genre, à la fin de la journée, si c'est vraiment pure haine, c'est que tu n'as pas confiance en toi pour le projeter sur quelqu'un. Là, je t'ai posé une question sur LinkedIn parce que moi, je fais de la création, publication sur LinkedIn. Puis je voulais savoir, c'est quoi ton plan? Comment tu fais pour créer chaque jour? C'est quoi ton planning? OK, le matin, etc. Bref, ta routine pour ça. Attends, comment je pourrais répondre à ça? Je pense qu'avant, je me mettais un horaire. OK, là, au début, j'avais commencé par une fois par semaine. Là, après un an, quand j'ai commencé à changer de concept, là, je me suis dit, OK, je vais juste poster quand je suis satisfait d'une vidéo puis que je sais qu'elle est bonne. Donc là, ça variait. C'était toujours au moins une fois par semaine, mais des fois, c'était 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Des fois, c'était juste une fois par semaine. Parce que je me suis dit, OK, maintenant que mon visage est reconnu sur la For You page, ben dans ce cas-là, j'ai pas besoin de toujours être à tous les jours. Là, comment je fais ça maintenant? Je dirais que c'est un mix des deux. Je me dis, genre, c'est comme un feeling. C'est vraiment la pire réponse possible. Mais en ce moment, c'est vraiment un feeling, genre, hey, j'ai une bonne idée, je la fais tout de suite, j'essaie toujours de la faire. OK, je vais répondre différemment. Pour moi, en ce moment, comment je fonctionne, c'est que je vais juste y aller si j'ai une bonne idée de vidéo, puis je vais la faire, puis je la fais toujours en l'espace de 1 ou 2 journées. Ensuite de ça, je la publie. Le truc, c'est que je sais que pour moi, j'ai toujours ces idées-là, ces éclats d'idées-là, entre 2 et 4 fois par semaine parce que c'est mon travail, puis je suis là à temps plein. Mais sinon, ce que je faisais beaucoup pour m'aider à être plus programmé, à avoir un meilleur horaire, c'est que je me mettais un objectif, encore une fois, qui était réaliste, par exemple 3 fois par semaine. Et ensuite de ça, dans des séances de brainstorm, quand j'avais une idée, je le notais. Puis là, après ça, je me disais comme, OK, bon, ben vu que c'est 3 par semaine, mettons lundi, mercredi, samedi, ben là, je me disais, OK, lundi, je vais filmer cette vidéo-là que j'avais déjà notée, mercredi, samedi, puis ça fait un horaire. Je voulais savoir, en tant que travailleur autonome, est-ce que l'aspect financier, c'est quand même assez quelque chose d'important pour toi? Est-ce que ça t'a déjà freiné dans des projets? Surtout, par exemple, tu disais que tu te déplaçais tout le temps. Est-ce que les frais de déplacement, c'est quelque chose d'important? Ou, mettons, pour ton projet de nourriture, est-ce que ça pouvait te freiner les coûts de restauration quand tu sortais? Oui, absolument.
C'est une bonne question. En fait, il y a comme un aspect que tu viens de me popper dans la tête avec l'aspect travailleur autonome. Mais pour répondre à ta question avant tout, ça m'a jamais freiné. Il n'y a rien qui m'a déjà freiné comme projet au niveau financier parce que pour chaque projet, peu importe si ça me rapportait, ben souvent ça me rapportait rien en fait, ces projets-là comme Ricardo ou bien les chefs politiques, c'est parce que je m'arrangeais toujours de prioriser ça. Je m'arrangeais toujours pour prioriser ce projet-là avant un autre truc. Par exemple, on a toujours on a tout un budget de loisir ou pas un budget, mais on dépense toujours de l'argent pour un certain loisir. Ben ça, c'était mon loisir. Fait que la paye que j'avais, ben, je la dépensais pour ces projets-là. Mais sinon, un autre aspect qui me vient en tête, c'est que en tant que travailleur autonome, c'est vrai que ben, en fait, on ne sait pas c'est quand la prochaine paye ou quoi que ce soit. Fait que, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire, c'est que renseignez-vous beaucoup. J'ai tellement, en tout cas, renseignez-vous, puis ne pensez pas que ça va s'arranger toute seule parce que ça s'arrange pas toute seule. Fait que soyez prévoyants, ouvrez un deuxième compte, puis mettez vos impôts de côté, les taxes aussi, puis ça va bien marcher. Comment devenir bon, en fait, sur les réseaux sociaux pour les gens qui sont moins à l'aise? Mettons, moi, j'étais bonne avec Facebook, mais là, tout est allé trop vite. Là, TikTok, Instagram, j'ai de la misère. Puis pourtant, j'aime ça. Comment on devient bon? La réponse à ça, je pense, c'est de la pratique. Tu sais, en fait, vous le voyez là, je suis pas le meilleur pour parler devant une scène. Je suis pas le meilleur encore moins le meilleur pour parler devant la caméra. Je viens juste là, juste de m'enfarger genre 10 fois en 3 mots. Hey, en tout cas, je peux donner une anecdote. Des fois, j'ai fait un truc avec la Banque TD récemment, puis c'était comme un tournage, une pub que je faisais pour eux. Je pense que la crew de caméra m'haïssait parce que je répétais. C'était comme 3 lignes, là. 3 lignes, je les répétais pendant 1 heure. En tout cas, juste pour dire que, tu sais, j'en suis la preuve, là, je suis vraiment pas bon pour parler naturellement. C'est ça, c'est de la pratique, Fait qu'il y a comme 2 solutions à ça. Pour moi, je sais que je suis pas capable de dire une phrase au complet d'un bout à l'autre. Je suis pas très bon pour ça. Donc, j'ai appris à bien monter. J'ai appris à faire mes coupures ou à dire mes mots assez bien pour que quand on regarde une vidéo, ben on le sait pas. Fait que ça, c'était un de mes trucs. Sinon, je pense que ça serait vraiment de la pratique. Un autre truc concret que je pourrais avoir. Mettons, est-ce que tu es plus gêné devant la caméra ou c'est que qu'est-ce que tu veux dire par tu es moins à l'aise devant la caméra? Ouais. OK. Dans ce cas-là, ce que je recommanderais, c'est d'aller sur TikTok, regarder, mettons, noter chaque vidéo qui passe puis que tu as aimé. Puis là, tu décris un peu cette vidéo-là puis tu dis quel aspect que tu as aimé. Par exemple, on voit, si on prend une vidéo par exemple, de décoration de Noël, qui présente décoration de Noël. Qu'est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé les shots qui ont été faits? Tu as aimé la personne qui parlait? Ou un mix des deux? Puis après ça, tu notes, puis là, tu dis, OK, bon, ça, j'aime ça, j'aime ça. Est-ce que ça me convient? Oui, je vais l'intégrer. Sinon, je le laisse. Puis c'est de faire une liste qui te bâtit un peu ta personnalité, mais aussi, tu n'es pas obligé de toujours montrer ton visage non plus sur TikTok. Il y a du monde qui font leur carrière sur les réseaux sociaux, pas juste sur TikTok, juste en filmant, mettons, genre qu'est-ce qu'ils voient devant eux, puis ils font un voice-over, ou même des fois, ils font c'est des voix artificielles. Donc, il y a plusieurs manières de faire les réseaux sociaux. Puis honnêtement, tu dis souvent que tu sais pas comment faire, mais honnêtement, c'est parfait. C'est ta manière que tu peux créer, puis de la rendre intéressante aux autres. Donc, présentement, tu dis que tu es travailleur autonome. Est-ce que tu rêves de peut-être t'incorporer éventuellement? Est-ce que ce serait avec une agence de marketing ou quelque chose dans le genre? Dans le fond, je suis déjà incorporé avec mon agence. Mais c'est juste que je le divise en deux, dans le sens que il y a comme le volet travailleur autonome personnel, puis il y a le volet comme agence marketing. Donc, c'est déjà fait. Yes.
Et moi, c'était plus par rapport à comme, quand tu reviens comme dans la vraie vie, si on veut, comment tu réagis, comme, ben, ta relation avec les autres, puis par rapport à ce que tu fais. Genre là, tu as quand même une certaine notoriété, mais mettons pour quelqu'un qui commence, ça peut être un frein. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est une bonne question. Si je la saisis bien, je pense que, dans le fond, ta question, c'est comment. Est-ce que ça peut être un frein de te mettre sur les réseaux parce que tu voudrais pas avoir l'impact dans la vie réelle, on pourrait dire? OK. Je pense, tu sais, à la fin de la journée, sur les réseaux, c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu publies. Donc, moi, tu sais, moi là, j'ai décidé au début de faire la série de bouffe. Là, je suis un peu plus personnel, tu sais. Mais quand même, tu sais, on va pas. Je décide quand même qu'est-ce que je publie, qu'est-ce que je publie pas. Donc, à la fin de la journée, c'est ta responsabilité de publier ce que tu es à l'aise avec, qu'est-ce que le monde peut venir te voir faire ou peu importe. Donc, je pense que ça serait d'établir tes limites, tu sais, au début. Je pose souvent des questions, excusez, mais là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je pense que celle-là, tout le monde va l'aimer. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à un jeune entrepreneur pour se lancer en affaires? Oh! C'est une bonne question. Je ne sais pas comment répondre à ça parce qu'il y a comme l'aspect, genre, vraiment by the book, on pourrait dire. Là, c'est le meilleur conseil ou la meilleure chose à faire, c'est vois ce que le monde a de besoin, puis après ça, vends-leur ce qu'il y a de besoin. Parce que si tu crées ton produit ou tu crées ton produit, je parle de service ou n'importe quoi, puis que tu vas le vendre à quelqu'un, puis là, tu essaies de le vendre, en fait, puis il n'y a personne qui le veut, ben c'est là que tu es perdant. Mais en même temps, le revers de ça, c'est que si ce que le monde a besoin, c'est pas ce que toi t'aimes faire, ben là, c'est un clash, puis tu vas jamais être heureux dans ça. Fait que j'ai l'impression que c'est, puis comme dans mon contenu que je disais au début, cherche ce que le monde recherche, ce que le monde veut, qu'est-ce que toi t'aimes faire, t'aimes publier ou t'aimes créer en tant qu'entrepreneur ou whatever. Ensuite de ça, aligne ça ensemble. Mais c'est super vague. Fait que c'est super vague comme conseil. Sinon, un autre conseil qui serait vraiment important, c'est de commencer, tout simplement. Honnêtement, là, je pense que ça, c'est le meilleur conseil. Ah oui, notez ça. Commencer, en fait. Je pense que pour moi, si à chaque fois que je faisais quelque chose, j'avais toujours peur de soit la réaction des autres ou quoi que ce soit, mais je le faisais toujours. Puis à chaque fois que tu le fais, ben tu t'ajustes, puis à un moment donné, tu deviens meilleur. Ça, j'ai l'impression que c'est... puis ça aussi, en rencontrant plusieurs personnes qui ont eu beaucoup de succès, qu'est-ce qu'ils m'ont toujours dit, c'est, mettons, la différence entre cette personne-là versus... là, je parle, mettons, des personnes qui sont millionnaires versus des personnes qui ne sont pas millionnaires. Tout le monde me dit, la seule différence entre, mettons, une personne qui est millionnaire versus quelqu'un qui ne l'est pas, c'est que cette personne-là, elle a commencé, puis elle a osé le faire. Parce qu'à la fin de la journée, tout le monde a des bonnes idées, tout le monde peut être créatif, tout le monde a un talent. C'est juste de le vendre, puis de le partir. Par contre, évidemment, si tu es déjà millionnaire, tu as déjà plein de ressources, bien, partir un projet va être plus facile parce que dans le fond, pour quelqu'un qui débute, ben, ça va prendre beaucoup de temps. Puis si ça ne marche pas, ben, là, ça va engendrer une plus grande perte face à quelqu'un qui a déjà beaucoup de ressources. T'sais. Mais le plus important, c'est de commencer, puis de s'ajuster, tout simplement. J'ai cru comprendre que tu étais étudiant aussi en même temps, donc je voulais savoir comment tu as géré un peu ces deux activités dans ta vie. Oui, absolument. Comment je peux répondre à ça? Je ne suis plus étudiant. Dans le fond, j'ai fait 1 an et demi en maths à UDM. Je n'ai pas aimé ça. J'étais en actuariat. Après ça, j'ai fait 1 an et demi au HEC. Puis à la 4e session, dans le fond, c'est là que j'ai décidé de lâcher l'école pour me lancer à temps plein. Parce que je voyais qu'il y avait l'opportunité que j'avais à ce moment-là. Fallait que je mette... Dans le fond, comment je voyais ça, c'est que à l'école, j'étais à 50%. Dans mes projets, j'étais à 50%. Même moins que ça, parce que à l'école, ça ne me tentait pas, parce que je voulais travailler sur l'autre chose. Mais l'autre chose, j'étais moins bon. J'étais pas assez efficace pour ça, parce que je devais travailler sur l'école. Donc, les 2 projets, en fait, l'école puis mes projets personnels, j'étais à genre 30% chaque. Fait que je me suis dit, hey, je vais essayer ça pour une session seulement, de mettre à 100% dans ces projets-là. Puis ça a marché, fait que je suis pas retourné.
je me limite pas à ne jamais finir mon bac en admin, si ça donne. L'agence marketing, pour toi, est-ce que c'était comme un moyen de diversifier tes revenus, tes activités? C'était quoi l'objectif de faire ça alors que tu avais déjà quelque chose à la base? Là? Absolument. C'était pour me diversifier, puis c'était pas de m'enfuir la tête dans le sable non plus. Je me suis dit, OK, cool, live, en ce moment, je peux vivre de ça, mais à un moment donné, c'est sûr que je le souhaite pas, mais à un moment donné, ça va peut-être mourir, ça va peut-être s'éteindre, ou peut-être que je ne plairai plus, mon contenu ne plairait plus, puis ça sera plus vendable, ou ce que je veux faire ne va plus matcher avec ce que le monde veut regarder, et ou ce que je veux faire ne va pas matcher avec ce que ce que les entreprises veulent promouvoir. Donc, c'est là que j'ai décidé de créer, d'accompagner les entreprises pour leur soit création de contenu, pour leur marketing d'influence. Fait que oui, c'était en effet une réflexion pour me diversifier. Par contre, je me suis aussi dit qu'en tant que créateur de contenu, même si j'ai cette idée-là, même si j'ai ce plan-là pour diversifier, je ne vais jamais m'arrêter puis faire en sorte que, tant que j'aime ça, en fait, je me suis dit que je ne vais jamais arrêter puis toujours trouver une manière d'agencer mes intérêts avec les intérêts du monde pour pouvoir garder cette carrière-là, mais quand même, tout peut arriver dans la vie. Fait que je voulais pas être à la rue. La question est de savoir quelle est la meilleure manière de justement contacter les entreprises. Est-ce que c'est de les bombarder d'emails? Est-ce que c'est comme de les texter? Ben, même si tu as les numéros, je ne sais pas s'ils vont te répondre. Mais... Ça, c'est un concept que j'adore. Le bout du bâton. Il faut que tu saches, est-ce que c'est toi qui as le gros bout du bâton ou c'est l'entreprise? Si c'est toi qui as le gros bout du bâton parce qu'elle t'a contacté, c'était la star, fait que fais ce que tu veux, tu sais, dans le raisonnable, bien sûr. Si c'est toi qui as le petit bout du bâton, et souvent, si c'est toi qui va outreach, qui va aller contacter les entreprises, évidemment, ça va être souvent ça. Dans ce cas-là, il faut vraiment que tu saches c'est quoi ses intérêts à cette personne-là, à cette entreprise-là, c'est quoi tes forces, puis est-ce que tu peux agencer ça avec ce que tu fais. Et je réalise que je réponds à la même, genre j'ai fait 5 réponses pour 5 mêmes réponses pour 10 questions. En tout cas, mais oui, c'est vraiment ça, c'est d'agencer les mêmes intérêts avec cette entreprise-là que pour toi. Puis souvent, je vais te dire que souvent, si tu es nouveau dans la game, il va falloir que des fois, c'est vraiment bien de prendre quelque chose que tu n'aurais jamais accepté, par exemple, soit un travail gratuit ou quelque chose, un coût très, très moindre, mais c'est pour bâtir ton portfolio. Puis après ça, avec cette crédibilité-là, tu peux peut-être augmenter ta valeur. Mais au début, c'est vraiment de savoir c'est quoi que tu peux offrir, puis c'est quoi que l'entreprise a veut. Un autre point à noter aussi, c'est que à la fin de la journée, si tu envoies un courriel, l'entreprise ne te doit rien. Donc, mets vraiment tout le paquet dans cet email-là. Puis quand je dis tout le paquet, c'est pas genre le plus gros paragraphe, là. C'est optimiser le plus ce courriel-là pour qu'il te réponde puis qu'il n'y ait pas le choix de te répondre. Puis encore une fois, si c'est une question de juste comme... je compare ça avec Ricardo, les chefs politiques. Si c'est juste d'avoir un premier meeting gratuit, 5 minutes de votre temps, puis je vous explique le meilleur projet que vous pouvez, genre le meilleur offre que j'ai, puis après ça, vous dites oui ou non. T'sais, genre vraiment faire en sorte que cet email-là, ils ne peuvent pas refuser, dans le fond. Mon avantage, c'est que depuis le début, depuis que j'ai genre 11-12 ans, j'ai toujours dit j'ai dit 2 choses à mes parents. J'ai dit que j'allais être médecin, mais qu'est-ce que je faisais? C'est que je faisais toujours des vidéos. Tout mon secondaire, tout mon cégep, tout le temps que j'étais à l'école, pour eux, c'était correct parce que tant que je faisais mes vidéos et tout ça on the side, ils ne comprenaient pas vraiment. Tant que j'avais des bonnes notes à l'école, c'était correct. Fait que pour moi, ça, c'était assez facile. Le moment que j'ai dit à mon père, à mes parents, en fait, que je quittais l'école pour me lancer à temps plein, c'est aussi le moment, dans ce moment-là, j'ai dû lui dire mon plan. J'ai dit, « Hey, papa, pourquoi je fais ça? » J'explique tout mon mindset. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui peut m'attendre? Puis à quoi je devrais m'attendre, tu sais? Puis ça, c'est sûr qu'il était encore réticent, mais je pense qu'il comprenait, puis il avait confiance en son fils, dans le sens que, tu sais, il a compris que si son fils le fait, il n'est peut-être pas cave de le faire, tu sais.
Jusqu'à temps qu'on... Ah ben, puis qu'est-ce qui est triste, c'est que tu montres les résultats, tu montres les chèques, puis ils vont aimer ça. Fait que quand j'ai... Je pense que quand j'avais partagé les premiers contrats que j'ai eus avec eux, c'est là qu'ils m'ont qui ont vraiment back off. Là. Ils m'ont plus jamais posé de questions par rapport à l'école. Fait que, mais ça, c'est pour les parents asiatiques. Je sais pas si c'est les parents québécois. Les parents québécois, ça marche comme ça aussi? Ouais, OK. Bon. J'avais une question ici, je pense. Tantôt, vous avez parlé de l'impact que le social avait sur votre école. Mais est-ce que votre vie sociale avait des impacts en dehors de l'école, par exemple sur votre vie de tous les jours ou des trucs comme ça? Genre la vie sociale, comme est-ce que j'ai perdu des amis, genre? Ou gagné des amis? Genre, par exemple, votre travail, votre métier d'influenceur, qu'est-ce qu'il faisait dans votre vie de tous les jours? Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ça? Ouais, dans le fond, la question c'était est-ce que ça a changé quelque chose pour ma vie sociale? Je dirais que oui, dans un sens que, vu que je m'étais à fond dans ce projet-là, puis là, j'étais comme, tu sais, pour moi, je suis passionné de ça, donc je pense à ça le matin, le midi, le soir. Qu'est-ce qui aurait pu impacter, c'est que je pense que je passe un peu moins de temps à chiller avec mes amis. Par contre, qu'est-ce que ça a fait, c'est que mes vrais amis, ben, je les garde plus proches, puis c'est juste à eux que je dédie mon temps. Fait que là, en fait, qu'est-ce que ça a fait? Pour donner une idée, meilleure réponse, c'est que vu que mon temps était tellement précieux, ben j'ai commencé à le donner à juste du temps à du monde qui en valait la peine. Puis c'est plus ça qui a changé. Puis tant mieux, avec ceux qu'on voit plus, ben ils le remarquent même pas. Donc, c'est qui tes plus grands clients dans ton agence de marketing? Puis quel genre de personnes tu sers? Je sais que tu es t'es pro en TikTok, mais ouais, c'est ça. Des clients qu'on a eus dans l'agence, avec l'agence, en ce moment, un projet qu'on fait en ce moment, c'est avec Couche-Tard, c'est pour leur campagne. J'ai-tu le droit de le dire? Oui? Non. C'est avec Couche-Tard, c'est pour une prochaine campagne qu'on fait, fait que ça, c'est super cool. On a fait une campagne... Comment? Ah oui, Fizz aussi, récemment, c'est super cool cet été. Pizza Salvatore, on travaille avec eux depuis le début. C'est la première compagnie qui m'a fait confiance. Fait que ça, c'est incroyable. Sinon, ouais, je pense que je peux pas en dire plus, mais mettons, ça vous donne une idée. Là. Je suis en train de penser. OK, mettons, au niveau international, j'aimais beaucoup, tu sais, je regarde YouTube beaucoup. Fait que toutes les, mettons, MrBeast et Logan Paul, je les aime beaucoup, autant au niveau entrepreneurial, comment ils optimisent leurs vidéos. Sinon, au Québec, je dirais que j'aime beaucoup Olivier Primo parce qu'il a réussi à builder un brand autour de son personnel. Puis peu importe ce qu'il fait, tant que c'est propre à lui, propre à son brand, ben il peut le vendre, puis ça va marcher. T'sais. Il va rendre quelque chose, il va pouvoir. C'est lui qui peut faire une des seules personnes au Québec ou une des personnes au Québec sur les réseaux sociaux qui est capable de bouger l'aiguille pour de vrai. Fait que ça, j'admire ça beaucoup. Ouais, je dirais c'est ça. Fait que merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Yes. Le contenu de cet épisode a été capté lors du colloque 2023, le plus grand happening en entrepreneuriat étudiant au Québec. Pour voir tous les épisodes, rends-toi au www.acee.qc.ca/podcast-CLQ.